ambassadeur Khan, il y a certainement des vérités qui ne plaisent pas à tout le monde, mais qui, en des circonstances comme celle-ci, je pense, mérite aussi d'être rappelé. Dans ce style qui lui est propre, Molefi, qui était assenté dans ses travaux de présentation de simple exégèse sur l'afrocentricité, que l'on aurait tort de confondre avec l'afrocentrisme, rappelle les dures conditions de l'oppression dans les champs de coton, de tabac, de canne à sucre du Nouveau Monde, avec occasionnellement des incursions dans le domaine de la création musicale et de la spiritualité, par l'évocation de diverses formes de jazz telles que le blues et les negro spirituals, à travers lesquels nos ancêtres parvenaient ainsi à un sentiment d'équilibre, de paix intérieure, de sérénité qui découle d'une certitude, d'une connaissance, celle d'une relation harmonieuse, intime avec soi, avec le cosmos comme expression de la volonté et de l'ordre divin que l'on ne peut atteindre que grâce à la véritable adoration, par la prière, la méditation, parfois le zikr. Molefi souligne la centralité de la spiritualité dans la recherche d'une certaine forme de dépassement de soi et de transcendance dans l'histoire, la vie, l'éthique et la personnalité culturelle des peuples africains en particulier. Certains de leurs enfants, parmi les plus valeureux, tels que Mohamed Ali, en qui elle a souvent nourri des qualités synonymes d'endurance, de résistance permanente contre l'oppression, mais aussi de créativité, d'endurance, de résilience et de foi dans l'avenir malgré les difficultés du moment présent. Associé à la puissance du rythme dans divers styles musicaux tels que le jazz américain, le reggae jamaïcain, le bidi poko de Suriname, le makwayela et la marapenta du Mozambique, le balaf du Sénégal, le compas haïtien, le calypso et le soca de Trinité et Tobago, la rumba congolaise et la salsa cubaine, la samba brésilienne et dans de nombreuses autres formes de la musique africaine, la spiritualité est, selon Molefi, et la santé, c'est quelque chose qui, je cite, imprègne tous les aspects de nos êtres et de notre vie et fait de nous les gens que nous sommes. Étant moi-même un grand fan de boxe, je me suis, comme beaucoup d'autres de ma génération, essayé aussi à la boxe et à divers arts martiaux, à défaut de les avoir pratiqués assidûment et dans la durée. Je crois savoir ainsi qu'il n'existe au fond que deux grandes catégories de boxeurs. Les boxeurs purs, je parle sous le contrôle de M. Diallo, les boxeurs purs et les frappeurs ou puncheurs, voire cogneurs. Ali, comme d'ailleurs la plupart des autres grands généraux du ring, savait, selon l'adversaire et les circonstances du combat, être boxeur ou frappeur, boxeur et frappeur. Jamais ou presque un cogneur. Le secret de ses nombreuses victoires, il l'a résumé lui-même dans une formule lapidaire et belle. Il a dit, je cite, « Il n'y a que deux manières pour triompher d'un adversaire, soit casser son rythme ou le battre à son propre jeu. » Il s'agit en d'autres termes de savoir surboxer, outbox en anglais, un boxeur quand on ne peut en avoir raison en le frappant, ou alors contre-frapper, counter-punch en anglais, un frappeur dont on ne peut venir à bout en le boxant. En plus de ses qualités rares de général des rings, une autre arme tout aussi redoutable du champion du peuple était sa parfaite condition physique, servie par un magnifique corps d'athlète taillé pour le combat et une préparation physique et mentale astreignante qui le poussait à faire son jogging sur plusieurs kilomètres, chaussé de brodequins pesant plusieurs kilos, et dans les exercices physiques, à recommencer à compter, comme il le rappelle lui-même, que lorsqu'il commençait à ressentir la fatigue. Avec un esprit indomptable de liberté et de quête permanente de l'humanité de soi, la spiritualité, accompagnée souvent de musique et de rythme, a été parmi les meilleurs compagnons des masses laborieuses africaines dans les champs de coton des Amériques et sur les quais des ports maritimes d'Afrique occidentale, où, selon Molefi, ils leur ont permis, entre autres, de réaliser quotidiennement le miracle de faire que le travail marche. En anglais, to make work work. La devise de Ali, voler comme un papillon, piqué comme une guêpe, n'était ni une simple fanfaronnade, ni une manœuvre psychologique destinée à décourager ou intimider ses adversaires, ainsi qu'en ont témoigné bien des spécialistes historiens de la boxe,
voire même certains de ses adversaires. En tant que fan de boxe, j'ai vu depuis tous les grands combats de boxe, ceux de Mohamed Ali en particulier. J'ai toujours été profondément subjugué par-delà la lumière crue des projecteurs et la brutalité de la science douce suicide, c'est comme ça qu'on appelle aussi la boxe. Donc j'ai été subjugué par l'élégance, la justesse, l'équilibre, l'harmonie proche de celle des danseurs de ballet avec lesquels des figures légendaires telles que Mohamed Ali, Jack Johnson, Sugar Ray Robinson bondissaient sur le ring en dansant avant de frapper, je cite, le gong sonore des revendications pour la liberté, la justice et l'humanité de la race noire et d'ailleurs de tous les opprimés et damnés de la terre. Mon dernier point. Mon seul et unique rendez-vous avec Mohamed Ali aura été, hélas, un rendez-vous manqué. C'était aux Jeux Olympiques de Sydney en Australie en 2000, auquel j'ai eu le privilège de participer grâce à l'entre-gens et à l'autorité morale de feu le juge Keba Bey, et à son âme à lui aussi, un autre grand Africain, pour nous faire accréditer auprès du Comité international olympique comme membre de l'équipe de tournage du film du réalisateur Alioune Badara Seck, intitulé Participation africaine aux Jeux olympiques, dont j'étais également co-producteur. Nous avions, pour la circonstance, élu domicile dans le quartier aborigène de Redfern, à Sydney. Parmi tant d'autres événements organisés lors des Jeux de Sydney 2000, dont le magnifique stade olympique avait été construit sur une partie des terres sacrées du peuple aborigène, les membres de notre équipe de tournage avaient été conviés à une soirée en l'honneur de Mohamed Ali, lequel souffrait déjà de façon visible de symptômes de la maladie de Parkinson. Le réalisateur du film et moi-même avions décidé de ne pas nous rendre à cette soirée organisée par des gens dont beaucoup se seraient bien gardés de prendre une initiative pareille au moment où Ali était en pleine possession de tous ses moyens. Notre décision de boycotter cette soirée, qui pourtant nous offrait une occasion unique de rencontrer le champion du peuple, avait été motivée par notre refus d'être les témoins, voire les complices, même à notre corps défendant, d'une subtile mise en scène aux allures de revanche, qui ne voulait pas dire son nom, orchestrée par des tenants du même système d'injustice et de prédation que Ali avait combattu sa vie durant et qui trouvait ainsi à si bon compte, il faut bien le dire, une occasion de parader devant les caméras du monde entier aux côtés du vieux champion malade et affaibli physiquement, même si son indomptable esprit de guerrier de cause juste était resté encore intact en cette soirée de septembre 2000 et bien après, jusqu'à son dernier souffle.